Donc pour revenir sur mon travail à Ponnérihouen, donc je suis arrivée à Ponnérihouen en 1989 par un camarade kanak, qui était investi dans la lutte indépendantiste et qui m'a amenée chez lui, chez ses parents, dans la vallée de Tchamba. Donc c'était Gabriel Mointeapo et qui m'a amenée chez lui en disant: «Voilà, pour faire ton étude, tu vas rester à la maison, avec, ma famille pour, pouvoir, circuler, faire tes enquêtes». Et donc quand je suis arrivée, chez les parents, de Gaby, j'ai pas forcément été tout de suite bien accueillie. C'est-à-dire que, hem, quand j'ai dit que je voulais faire donc l'étude sur le développement, mais aussi, les généalogies, les histoires de clans, de façon à pouvoir resituer les promoteurs, de projets, dans leur, lignage, et voir les relations des uns avec les autres. André, Métiéré, le vieux, disait: «Oui, mais bon, tout ça, c'est compliqué, il faut pas déterrer ce que les vieux ont enterré, parce que les histoires de famille, c'est toujours compliqué». Et donc voilà, j'ai été accueillie chez eux, j'ai travaillé, sans aucun problème durant toute ma mission, mais c'était pas forcément, comment dire? À l'époque, je travaillais pas avec André, avec le vieux plus que ça, parce qu'il n'était pas convaincu du travail que j'allais faire. Et donc j'ai rencontré aussi à cette époque Dewey Gorodé, donc qui a aussi été quelqu'un qui a beaucoup compté, pour mon travail avec son mari Marcel Pourroin, qui était très investi lui dans les structures coopératives, dans la municipalité, et Dewey qui était, poétesse, écrivaine kanak et aussi qui a été ministre, dans les gouvernements, récents, de la culture, de la citoyenneté, de la jeunesse et sport et cetera, qui ont donc des militants, indépendantistes de la première heure, avec Gaby. Et une fois que j'ai fait mon ouvrage «Les Kanaks face au développement», quand je suis revenue sur le terrain, donc chez André Mointeapo, à qui j'avais envoyé le livre forcément que j'avais fait, et là, son attitude a complètement changé. Parce qu'il a vu à quoi servait mon travail, il a vu ce que je faisais, ce que je faisais des entretiens que j'avais avec les personnes et comment j'écrivais. Et donc du coup là, il était, complètement investi dans le travail, et c'est lui qui m'a, menée partout pour, voir, les différentes familles pour faire les généalogies, les histoires de clans, et donc qui savait quelle personne il fallait voir dans chaque famille pour pouvoir, faire, la généalogie, l'histoire des clans. Et donc il s'est énormément investi dans tout mon travail parce qu'il avait, vu que, ce que je faisais entre guillemets «servait à quelque chose» quoi, et que donc ça pouvait aussi leur être utile à eux. Et donc c'est comme quoi, ce que je dis souvent à des personnes qui me demandent des recommandations pour aller sur le terrain et tout, j'ai dit: «Mais ça sert à rien d'avoir des recommandations, c'est à vous de faire vos preuves parce que, on arrive, et puis, c'est la façon dont on est avec les gens sur le terrain qui fait que, le terrain, il peut se passer bien ou il se passe mal». Et donc moi, j'ai toujours vécu, en Calédonie, dans des familles kanaks avec lesquelles je travaillais, à partager la vie quotidienne, dans des conditions, souvent, pas faciles. Encore aujourd'hui, quand je vais à Ponnérihouen, j'habite toujours dans la famille Mointeapo. Maintenant les vieux sont plus là, Gaby n'est plus là non plus, mais avec, la sœur de Gaby, et on est toujours dans un endroit où on n'a ni l'eau ni l'électricité. On habite, dans une cabane en tôle, où il pleut parce qu'il y a des trous dans la tôle, voilà, dans des conditions où je ne sais pas si en 2023, sur un territoire français, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est que la vie des Kanaks, aujourd'hui encore, dans les tribus, Kanaks. Et donc on est parti faire les généalogies, donc avec, André, on est parti faire le tour de toutes les vallées de Ponnérihouen, voir les familles, prendre rendez-vous, expliquer le travail, et donc pour lui, il a été, plus que 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 ce qu'on appelle traditionnellement un informateur. Il a été vraiment, quelqu'un de très particulier, parce que je pense que sans lui, j'aurais jamais pu faire le travail que j'ai fait
à la su et donc on a commencé à faire le relevé généalogique de toutes les familles, essentiellement de toute la vallée de Goyeta-Nambaye-Embouchure sur Poniriouin et de Tchamba. Et les 2 autres les autres, tribus, on a commencé mais c'est pas terminé sur Moneo, Néhavin, Pau, c'est commencé mais pas terminé. Et donc ça m'a permis d'enregistrer plus de 6 000 personnes dans une base généalogique, avec une connaissance généalogique énorme, on remontait à 6-7 générations facilement. Alors forcément, dans les niveaux anciens, la couverture généalogique est très limitée, c'est-à-dire on se souvient d'un ancêtre, souvent on ne se souvient même pas du nom de la femme ou des femmes, parce qu'à l'époque il pouvait y en avoir plusieurs. Et puis, on oublie beaucoup dans la descendance les premières filles, que je retrouvais dans les alliances, justement, et qu'après on pouvait resituer dans la généalogie de naissance. Et ça a permis comme ça aussi de me rendre compte de l'importance de la circulation des enfants, qui se faisait aussi comme la circulation des femmes dans les alliances. Et donc, dans le recueil des généalogies, je notais toujours les enfants là où ils étaient nés et là où ils étaient élevés, pour pouvoir voir la circulation des enfants, comment elle se faisait, ce qui m'a permis de faire une étude aussi, très précise sur, la circulation des enfants. Il faut préciser que sur Poniriouin, on est dans une région à moitié matrimoniale, on a 2 moitiés matrimoniales, les Douy et les Mbaye, donc logiquement, on se marie entre Douy et Mbaye. Mais dans les faits, quand on étudie vraiment les choses de façon précise, on se rend compte que c'est pas si évident que ça et si automatique que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui se rajoutent, aux interdits matrimoniaux qui sont, normalement, un Baye n'épouse pas une Baye ou un Douy n'épouse pas une Douy. Il y a aussi des raisons de cheminement ensemble. C'est-à-dire qu'un clan Baye et un clan Douy qui va cheminer ensemble et qui va partager la même marmite, sacrificielle se trouvera en interdit d'alliance. Ou par ailleurs, dans les migrations comme ça qui se faisaient traditionnellement, un clan, est accueilli par un autre clan et changer de nom et donc changer de moitié qui fait qu'on se retrouve dans des situations complètement particulières. Un autre exemple qui m'avait été donné aussi, c'est dans une guerre, traditionnelle, ils avaient retrouvé un Douy et un Mbaye, morts l'un sur l'autre et donc il y avait un mélange des sangs des 2 morts et donc ça faisait un interdit d'alliance entre les 2 clans. Donc les choses, qui sur le papier apparaissent simplement comme ça, un Douy épouse une Baye, ne sont pas aussi simples et donc toute cette étude a permis de voir concrètement comment cela se passait et puis, depuis la colonisation, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de mariages avec des noms kanaks. Les premiers colons qui sont arrivés sur la région ont souvent été intégrés sur les terres, aussi par mariage avec une femme kanak. Et donc des métissages, importants, mais métissage, biologique, mais pas métissage, forcément, culturel. C'est-à-dire que si on grandit en milieu kanak, on est kanak, si on grandit en milieu européen, on est européen. Les choses ne sont pas aussi simples, que ça, quoi. Ce qui compte, c'est la façon dont on est élevé, l'appartenance, clanique. Et donc ces études sur l'adoption, m'ont fait, rencontrer à mon retour de terrain où j'avais commencé à voir l'importance des adoptions puisque j'avais vu qu'à peu près un quart des enfants que j'enregistrais étaient déplacés dans mes premières généalogies, donc ce qui était quand même une proportion importante. En discutant avec Hélène Disdorfer, avec qui je continue toujours à travailler même si j'étais plus en anthropologie maritime, elle me dit: «Beh, tu devrais rencontrer, Suzanne Lallemand qui a fait sa thèse d'état sur, la circulation des enfants», et donc j'ai écrit à Suzanne, pour lui expliquer ce que je faisais et cetera et tout et ça a été le début d'une longue collaboration aussi donc sur l'adoption. Le parcours en fait il est toujours, marqué par des rencontres qu'on fait, de collègues, ou d'autres. Et donc, avec Suzanne, donc j'ai commencé à travailler sur l'adoption, sur l'enfance et c'est comme ça que j'ai rencontré, Chantal Collard.
parce que Suzanne m'avait dit: «Il faudrait faire un ouvrage sur, l'adoption en contexte traditionnel, à partir de plusieurs études de cas» et donc elle m'avait, fait rencontrer, Suzanne Collard, Françoise Romaine-Ouellette, Claudia Fonseca, 2 de ses doctorants qui avaient travaillé sur le sujet, Laurence Pourchaise et comment il s'appelle? Voilà, j'ai oublié son nom, qui a travaillé sur, l'Indonésie, Bruno Portier et donc voilà, on a fait cet ouvrage, et donc au début, on devait faire cet ouvrage ensemble et puis Suzanne était quelqu'un, qui avait comme ça une grandeur, elle m'a dit: «Non, non, tu vas le faire toute seule parce que tu en as plus besoin que moi et puis moi j'ai déjà fait tout ça. Maintenant je travaille sur les voyageurs, sac au dos, en Asie donc voilà». Sur l'initiative de Suzanne Lallemand, donc j'ai donc fait cet ouvrage de l'adoption des pratiques de filiation différentes, qui m'a permis de réfléchir sur, ce que c'est que d'être parent aussi. On était à l'époque sur les débats sur, le mariage pour tous, qu'est-ce que c'est que d'être parent quand on n'est pas un père et une mère et cetera. Enfin voilà, dans tous ces débats-là. Et donc, ce qui m'a permis dans l'introduction de l'ouvrage de développer aussi que, être pas enfin, comment dire? Il y avait différentes aussi, catégories d'adoption et que, on n'est pas forcément le fait d'être adopté ailleurs ne coupe pas forcément les liens avec la parenté biologique, ce qui est le cas en Nouvelle-Calédonie. Enfin, en tout cas chez les Païchi Aponeriwa, là où je travaillais, on fait un cumul de filiation et on ne remplace pas l'une par l'autre. Et donc je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à poser dans le cadre aussi où il y avait tous ces débats sur l'adoption internationale et donc j'ai resitué un peu cette adoption, traditionnelle dans l'adoption internationale et sur le fait que, il y avait différentes formes de parentalité possibles et qu'il n'y avait pas juste notre modèle occidental, un père, une mère et des enfants, qu'ils soient adoptés ou de naissance, voilà. Et donc ça m'a permis j'avais après en projet de faire une étude comme ça avec la Polynésie, parce que la Polynésie, qui est aussi un territoire français du Pacifique, a l'adoption Fahamou et que, beaucoup de couples métropolitains qui n'arrivent pas à avoir des enfants dans l'adoption internationale ont adopté des enfants tahitiens en surfant sur cette, adoption Fahamou. Il y avait un système, de délégation parentale les 2 premières années qui faisait qu'après ils étaient adoptés et que la base de cette adoption-là était aussi de respecter, les liens avec la famille biologique de naissance et de garder des liens. Donc c'était aussi quelque chose d'intéressant, qui s'est pas toujours produit certains ont maintenu les liens, d'autres non, mais je trouvais que c'était, quelque chose, d'intéressant aussi à développer. Et puis de là, on en est venu donc avec, Chantal Collard à travailler sur, l'enfance en danger. Elle avait eu une proposition d'Anthropologie et Société de faire ce volume sur, l'enfance en danger et donc elle m'a proposé de faire ça avec elle et donc on a travaillé ensemble sur ces questions d'enfance en danger, qui étaient aussi, dérivées de la façon dont on voyait aussi les problèmes de la circulation des enfants. Et parce que souvent, on nous disait aussi que l'adoption était, moi, c'est cet angle-là qui m'a intéressée. En Calédonie, il y avait les services sociaux qui disaient que ces enfants qui étaient déplacés tout le temps étaient forcément des enfants à problème, parce qu'on les mettait en danger en les coupant de leur famille biologique, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, ça m'intéressait de voir aussi, un peu l'enfance en danger, mais dans l'enfance en danger, c'est bien plus vaste que l'adoption, c'est aussi, les problèmes aussi, les enfants guerriers, enfin, tout ce qu'on peut voir comme enfance en danger à travers le monde et c'était aussi une collaboration avec Chantal qui a été très intéressante, de ce point de vue-là et qui m'a fait aussi découvrir des choses que peut-être je n'aurais pas faites, si je n'avais pas eu cette rencontre. Et donc, après Aliette Jesdorfer, Jacques Barrot, donc Suzanne Lallemand, Chantal Collard, et il y a des personnes dont je n'ai pas parlé sur la Calédonie. Quand j'étais étudiante en maîtrise, j'avais aussi des cours d'Alban Mensah, donc qui lui faisait son terrain aussi sur, la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est pas ça vraiment qui m'a amenée à la Nouvelle-Calédonie puisque c'est Jacques Barrot. Mais, du coup quand même, on a eu aussi une pratique de travail ensemble pendant de nombreuses années.
et puis, surtout les 2 linguistes, Jean-Claude et Françoise Rivière, donc qui étaient aussi membres du Lacito, qui m'ont à l'époque fait rentrer au Lacito, donc laboratoire de langue et civilisation et tradition orale, et où j'ai fait toute ma carrière puisque, je suis rentré au CNRS en étant au Lacito en 91 et je pars émérite là, cette année en étant toujours au Lacito, donc c'est une longue pratique, et donc ce laboratoire avait la particularité de, outre le fait qu'il rassemblait à l'époque autant de linguistes que d'ethnologues dans la tradition de Jacqueline Thomas, où on faisait une linguistique très axée sur la société, sur ses connaissances, mais aussi, il y avait tous les linguistes qui travaillaient sur les langues kanaks, et donc c'est aussi pour ça que tout naturellement, je me suis trouvé à ma place, dans ce laboratoire, où j'ai développé après avec mon collègue Bertrand Masquelier, beaucoup d'opérations, en anthropologie linguistique. Donc ce travail sur l'adoption a été rendu possible, grâce au travail généalogique que j'ai fait, et c'est pas inutile de revenir sur la façon dont on fait une enquête généalogique, dont moi je l'ai faite en tout cas, chez les Kanaks de Poneriwa en milieu Pachi. Donc la société kanak, de Poneriwa est structurée en lignage patrilinéaire, et donc il m'a fallu aller voir des représentants de chaque, famille, de chaque lignage, de façon à voir avec eux s'ils étaient d'accord pour, que je puisse, faire avec eux leur généalogie. Donc à chaque fois, on partait du premier ancêtre, connu, dont ils se souvenaient, et on descendait, de façon patrilinéaire, puisque ce sont des lignages patrilinéaires, sur les enfants de chaque couple, et les mariages, et après de génération en génération, on ne reprenait que les mariages des garçons pour avoir la succession des générations. Et à chaque fois, donc, on notait, particulièrement, donc, la circulation des enfants, les enfants qui étaient nés dans le lignage, mais qui avaient été adoptés ailleurs et par qui, et les enfants qui avaient été adoptés et leurs parents biologiques. À chaque fois aussi, donc j'avais le lignage des femmes qui arrivaient, dans l'alliance, puisque quand on se marie en Calédonie, une femme devient donc, membre du clan où elle se marie et sera enterrée là et sera ancêtre, dans son lignage, de mariage. À chaque fois, on notait aussi, les appartenances, totémiques, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, depuis les Nartes, on parle de totems en Calédonie, qui sont les esprits ancestraux qui peuvent être, des manifestations, météorologiques comme le tonnerre, le vent, des animaux, le requin, par exemple, pour les pêcheurs, il y a souvent le requin comme totem, ou des cailloux, des espèces végétales. Donc on notait aussi à chaque fois les totems, et donc la moitié matrimoniale si, le lignage était en Douy ou en Baï, voilà. Et donc à partir de ce recensement, à chaque fois, donc à force d'accumuler les généalogies, je trouvais des fois, des filles, nées dans un lignage que je ne retrouvais pas forcément dans l'alliance, ou, de l'autre cô de des filles qui m'avaient été nommées dans l'alliance, mais qui étaient pas dans le lignage de naissance, et donc à partir de là, ça permettait de faire un certain nombre de recoupements, ou des gens qui étaient pas nommés de la même façon. C'est-à-dire qu'en Calédonie, il y a différents registres de noms, et donc outre le nom, depuis la colonisation, le nom, de baptême, si je puis dire, le nom, français quoi, Claire, Sylvie, et cetera. On avait des noms, kanaks, et donc chaque individu peut être nommé, et des surnoms, chaque individu peut être nommé de façon, différente, et selon les contextes, c'est tel ou tel nom qu'on va utiliser. Donc je pouvais avoir quelqu'un donné sous un nom, Andy, là où elle s'est mariée, mais qui avait un autre nom dans sa généalogie de naissance, et donc il fallait être sûr de ne pas noter, le même individu sous plusieurs identités différentes, et donc ce travail a été fait essentiellement justement avec André Monteapo et sa femme, Marguerite Andy Gopuea, de façon à pouvoir, voir les problèmes qui pouvaient exister dans les généalogies, et les personnes que j'aurais pu noter 2 fois parce que données sous 2 identités différentes, mais finalement c'était la même.
ou qui étaient mariés 2 fois et qu'on me donnait dans 2 alliances, différentes, dans 2 lignages différents, mais qui au final étaient toujours la même personne. Et donc il y avait tout un travail de nettoyage que j'ai pu faire avec, André parce qu'il avait une connaissance énorme de toutes les généalogies, de l'ensemble du coin. Ce qui est une, caractéristique qui était assez partagée finalement par beaucoup de gens. Et du coup, une fois ces nettoyages faits, j'ai enregistré ça dans un programme de généalogie qui avait été développé à l'époque par un collègue, économiste informaticien, Jean Fraisse, qui a fait cette base généalogique pour nous en fait, Généalogos, qui après, le décès de Jean a été n'a plus de mise à jour et cetera. Mais ce qui fait que moi j'ai pu lui demander de me mettre des rubriques spéciales pour bien voir la circulation des enfants. C'est-à-dire que pour chaque enfant, je pouvais avoir donné part, ou, adopté part. Ce qui m'a permis de faire un recensement très précis des relations, et des mouvements des enfants. Et ce qui fait que ce travail m'a permis donc de faire un ouvrage que je suis en train de terminer là justement, cette année, qui est vraiment une enquête, un ouvrage monographique sur Ponériouin, qui reprend un peu tout le travail que j'ai fait sur Ponériouin, mais avec une grande importance des études généalogiques et de ce que ça m'a permis de déduire sur, le système matrimonial, les appellations de parenté, la nomination, justement, les différents registres de noms. Parce que les noms, en fait, sont transmis aussi bien en ligne patrilinéaire que par l'alliance. Et tous ces transferts de noms font que, c'est aussi des transferts de relations et des morceaux d'histoire. Et donc, par exemple, mon fils qui a pris le nom, André Mettcheré, donc le vieux dont je parlais, mon fils a pris ce nom Mettcheré aussi, donc, par rapport à la transmission justement d'un lien, entre André qui avait dit, que je devrais m'appeler Monteapo puisque pour lui je faisais partie de la famille, depuis le temps que je venais, que c'était comme une adoption et cetera et tout. Donc, mon fils a pris ce nom Mettcheré, qui serait le nom de son grand-père, en Calédonie. Et tout est basé sur la transmission des noms. On prend le nom de quelqu'un particulier, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, 20-30 personnes qui ont le nom Mettcheré, mais on sait qu'on prend le nom Mettcheré de telle personne qui s'appelait Mettcheré. Un autre exemple de ces transmissions, c'est par exemple quand j'étais chez Dewe Gorodé et Marcel Pourrouin, leur fils qui s'appelait Théin Nambénon prenait le nom d'un de ses grands-pères, Nambénon, qui avait fait la guerre de 14. Et donc, quand on parlait aux petits, on lui disait toujours: «Toi qui as fait la guerre». Parce qu'on apparie les personnes et on parle aux 2 en même temps toujours. Et donc, Théin un jour il dit: «Mais maman, moi j'ai fait la guerre». Parce qu'on lui disait toujours comme ça: «Toi qui as fait la guerre», par rapport à son grand-père qui était venu dans les tranchées et cetera. Et donc on parle toujours avec un duel sur les 2 personnes, alors qu'on parle qu'à une seule d'entre elles. Mais c'est toujours, on apparie toujours les 2 en même temps. Et c'est quelque chose d'important à comprendre parce que ça fait vraiment comment dire? Un lien particulier entre ces 2 personnes. Et donc, du coup, c'était important de décrire, j'ai fait plusieurs exemples comme ça de transmission des noms, à partir de la généalogie Monteapo et de la généalogie donc de Marcel Pourrouin et tout, parce que je ne peux pas faire ça par rapport à des gens avec qui je ne suis pas proche, pour voir la transmission d'un certain nombre de noms, les noms français, les noms, kanaks, jusqu'aux surnoms des fois aussi qui sont transmis, et de ce que ça signifie dans l'histoire des relations et des clans. C'est aussi un moyen de se souvenir, par exemple, Gabriel, il s'appelait Gabriel Théin-Aourou, ça veut dire, Gabriel qui s Théin-Aourou, Théin, c'est un prénom kanak, Aourou qui s'est sauvé. Parce que ça faisait référence à une partie de leur histoire où ils se sont sauvés à un moment d'une querelle clanique et donc, le transfert du nom Théin-Aourou qui est transmis encore aujourd'hui, rappelle cette partie de l'histoire, du clan Monteapo. L'enquête généalogique est donc, la mise sur papier des généalogies que j'ai rendues systématiquement à chaque famille avec lesquelles, je les avais faites, m'a permis aussi d'étudier un certain nombre d'autres points de parenté, en dehors juste de la circulation des femmes et des enfants.
Notamment, j'ai pu, à partir de plusieurs généalogies, voir de quelle façon, un individu placé dans la généalogie pouvait s'adresser à toutes les personnes qui étaient, présentes dans la généalogie. Alors, chez les Païchi, il y a 4 termes, d'appellation utilisés couramment. On est soit Chie qui est, grand frère, mais qui est aussi, arrière-grand-père ou arrière-petit-fils. On a Ao qui est le grand-père, mais qui est aussi le fils. On a Cha qui est le père et qui est aussi le petit-fils, pour le côté masculin. Et pour le côté féminin, on a, Chie qui reste, de façon indifférenciée, homme ou femme, donc pour les générations donc, arrière-grands-parents, génération d'égaux et arrière-petits-enfants. Mais on a, en plus donc, Gai pour grand-mère, qui est aussi donc, pour la fille et Nian pour maman, qui est aussi pour la petite fille. Et donc on a un système, circulaire si je puis dire, c'est-à-dire que, on a ce que j'ai décrit comme une spirale, des appellations. C'est-à-dire qu'il y a des lignes qui sont les lignes des termes et qui se croisent à chaque fois et donc de génération en génération, on retombe toujours sur les mêmes termes. C'est pour ça que le Tié est en génération 0, +3, -3. Et donc, chaque, personne est donc située comme ça et c'est toujours, rigolo sur le terrain de voir par exemple le vieux avec qui je travaillais, André Métiéré, qui avait un arrière-petit-fils à côté de lui à qui il disait Tié, qui veut dire grand frère, et que comme quoi les appellations sont toujours, quelque chose d'extrêmement important, même aujourd'hui dans la société kanak. Un autre dérivé de ça est aussi, on appelle, les personnes par rapport à leurs, descendants. C'est-à-dire que moi, j'étais Isabelle ou j'étais, la fille d'André, jusqu'à ce que je donne naissance à mon fils et j'étais donc la maman de mon fils, il n'y a qu'un Romain puisque Romain est son prénom, français. Et donc, on appelle aussi les personnes comme ça. Et donc, dans les discussions, quand on te parle de Nianquin à quelqu'un, il peut y en avoir plusieurs, donc il faut toujours, se faire préciser, de quelle personne on parle puisque, les prénoms quand même, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, circulant, à l'intérieur des généalogies et dans l'alliance, il faut vraiment savoir de qui on parle à chaque fois. Ça, c'était une première chose que j'ai pu faire à partir des généalogies et qui m'a permis donc de faire tout le système, outre les termes de référence, donc toutes les appellations qui sont donc très limitées finalement. Ça m'a permis de voir aussi, quelles étaient les attitudes qu'on avait envers, les différentes catégories de parents puisque, du par le système, des moitiés matrimoniales, le conjoint préféré est le cousin croisé et donc c'est ceux avec qui on a les relations les plus libres puisque c'est celui avec lequel je peux me marier et cetera. Et donc il y a toute une, sur les appellations, toute une étude qui a été faite aussi sur les relations de parenté et comment on peut s'adresser à tel ou tel type de parent selon sa position dans le lignage patrilinéaire ou dans l'alliance et cetera. Et ça m'a aussi permis de développer, notamment avec Dewe Gorodé, qui m'a expliqué, qu'on pouvait se situer et du côté patrilinéaire et du côté matrilinéaire. C'est-à-dire que selon les personnes qu'on avait en face de soi, on choisissait soit de prendre son côté, de naissance, soit le côté, là où on était marié, pour une femme en l'occurrence. Et donc tout ça est intéressant parce qu'il y a, la parenté, comment dire? La parenté, que l'on voit de façon, livresque, si je puis dire, enfin classique. Et puis il y a la parenté, de tous les jours, au quotidien et comment ça fonctionne. Et ça permet par exemple, André, il me disait que quand j'ai fait la généalogie avec lui, avec sa femme, sa femme, il l'appelait maman. Donc ce qui peut paraître, curieux quand on fait un recueil de terminologie comme ça, à sa femme, il disait maman. Et parce que les relations qu'il y avait de clan à clan, parce que pour savoir quel, terme je vais dire à telle personne, on fait des relations triangulaires. Si mon père disait un tel terme à son père, moi du coup je dis tel terme et cetera et c'est comme ça que sa femme, Andy, se trouvait dans la position de maman.
Et donc et ces termes, se donnaient aussi bien, dans la parenté, classificatoire que dans l'alliance. Donc du coup, c'est toujours un peu déroutant et ça permet de voir que les choses ne sont pas aussi simples, qu'on peut le croire et on ne peut pas classer les choses dans des cases comme ça, de façon, définitive. Une autre chose que j'ai vue aussi avec les généalogies, c'était un cas d'inceste. Dans une famille où on était avec André, il s'était retiré pendant qu'il me faisait la généalogie. Donc je me suis dit: «Tiens», comme c'était là où il avait son frère, il avait été voir son frère, et moi j'avais fait la généalogie toute seule avec les personnes. Et après il me dit: «Bah, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté?» Donc je lui expose et cetera et tout. Il me dit: «Ah oui, mais ça, c'est pas ça du tout». Parce qu'en fait, il y avait une alliance, incestueuse entre 2 personnes, portant le même nom de clan. Donc ils avaient construit toute une construction généalogique. Ils avaient fait une construction généalogique pour m'éloigner le degré de parenté. En fait, c'était 2 cousins, vraiment, très proches qui se sont mariés ensemble et donc ils m'ont rajouté des gens qui n'existaient pas pour éloigner, avec des mariages qui n'existaient pas, pour éloigner le degré de parenté et donc c'était intéressant de voir comment, de par la présence de l'anthropologue, on faisait une construction pour éloigner, une alliance, incestueuse. Sinon des cas d'inceste sur le terrain, j'en ai pas vu tellement, j'en ai vu 2, mais c'était pas, l'inceste, vu que, les relations sont très proches entre les gens, c'est pas il y a pas d'inceste, proprement dit, à part là où c'était vraiment flagrant, ou, une autre relation qui avait été entre une jeune personne et quelqu'un qui était pour elle en position de père. Mais un père classificatoire, pas un père, bon dans le même clan aussi, mais pas un père, stricto sensu quoi. Donc et c'est une affaire qui s'est d'ailleurs très mal terminée et qui a mêlé l'ethnologue, à son insu, la personne s'est sauvée de là où elle était, parce que son compagnon donc la tenait un peu séquestrée chez elle. Elle s'est sauvée. Elle a profité de mon passage. Elle savait que je passais à peu près tous les jours au même endroit et cetera et tout pour sortir, pour que je l'emmène à la gendarmerie et cetera et tout. C'était, l'ethnologue, utilisé à son insu pour, l'ethnologue est souvent utilisé à son insu pour, plein de choses, hein, sur le terrain, c'est ça. Ça, c'est une donnée importante aussi à prendre en compte, quand on commence un terrain, on s'en aperçoit pas toujours, mais, la présence de l'ethnologue, de l'anthropologue n'est jamais neutre et peut servir à des intérêts qu'on ne maîtrise pas du tout ou peut nuire aux personnes avec lesquelles on travaille aussi. J'ai eu des cas aussi, de de violence sur le terrain où je me demandais si c'était pas dû à ma présence, c'est tout à fait compliqué. Enfin, on n'est jamais neutre, la présence n'est jamais neutre. On reste longtemps, on est avec une famille pendant longtemps puisqu'on fait partie de cette famille finalement au final et ce qui fait que, ça peut aussi susciter des jalousies, ça peut aussi, mettre un éclairage particulier sur la famille, avec laquelle on travaille plus que sur une autre, je ne sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué et dans les généalogies aussi, j'ai pu voir, l'importance des alliances avec des noms kanaks, installés depuis longtemps, à Ponériouin et qui ont été assimilés, aux moitiés matrimoniales de par la première alliance, qu'ils ont faite, historiquement. Et j'ai pu m'en rendre compte, de façon très précise, en participant à une cérémonie de deuil de l'un d'entre eux. Et c'est là où le vieux André m'a expliqué que voilà, ils ont beau s'appeler Philippon, ils sont quand même pour nous, assimilés au bail parce que, quand ils sont arrivés, dans la vallée, ils ont été intégrés par le chef de l'époque, dans la moitié bail en faisant une alliance avec une femme kanak, d'Ouy. Voilà et qui montre que les choses ne sont pas, comment dire? Ne sont pas, d'un côté les blancs, d'un côté les Kanaks non plus. C'est-à-dire que pendant la colonisation, dans les vallées,
Il y avait, comme me disait un vieux, il y avait les bons et les mauvais blancs. C'est-à-dire, il y avait ceux avec qui, il y avait de très bonnes relations et qui les exploitaient pas, même certains qui ont donné leurs terres, quand ils sont décédés aux Kanaks et d'autres, avec lesquels ça se passait pas du tout, de façon, cordiale et qui exploitaient vraiment leurs main-d'œuvre kanak, et et c'est ceux qui, les premiers, sont partis ensuite, au moment des événements, qui ont quitté les vallées, pour, partir, alors qu'il y en a qui sont restés parce qu'ils étaient en bons termes avec les Kanaks.